suis rôliste depuis quelques années. J'ai pratiqué le jeu de rôle, au collège, au lycée. J'ai pratiqué avec certaines personnes qui étaient présentes justement, qui sont présentes actuellement sur le live. L'auteur d'Imperium 5. Je me suis décidé en fait à faire un jeu de rôle, et à le publier, il y a à peu près, 4-5 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette démarche, et ce qui a permis de passer le pas, c'est, je pense, comme tout le monde, l'imagine, c'est l'accessibilité, de l'internet et la facilité en fait de faire ses propres mises en page, de faire sa propre publication PDF. Donc pourquoi faire un jeu de rôle? Parce que j'en ai envie. Voilà, je pense que c'est la question, elle est plutôt simple et la réponse tout autant. C'est aussi un rêve de gosse et je peux me le permettre, donc je le fais. Par contre, l'objectif c'est pas de le faire n'importe comment, c'est de le faire de façon assez professionnelle et de mettre, les moyens pour que ce jeu, puisse me convenir à moi et convenir à une catégorie de joueurs, qu'ils puissent en profiter, l'utiliser. Voilà. Je pense qu'on a dû commencer en 2017 à faire des parties d'Imperium. Heu, L'idée à l'origine était de faire un espèce de multimonde. Heu, L'idée est toujours présente, et une des personnes ici présentes, Warzen, m'a dit que, potentiellement, ça pourrait être très compliqué de sortir un jeu multigenre. En France, c'est pas quelque chose qui est facilement, abordable et donc parmi les différents univers, on s'est dit, bah, que, un univers, cyberpunk, pouvait être un bon moyen de commencer. Donc on a hésité longtemps et j'ai mené en fait 2 campagnes, une cyberpunk, une steampunk et au final c'est, la campagne cyberpunk qui a, entre guillemets «gagné» et eu le droit d'avoir sa publication, dans un premier temps. En 2019, je vais passer rapidement là-dessus. 2019, le premier Octogone, on a fait un premier livret, que vous pouvez voir en fait, ici. C'est ce livret-là, qu'on a présenté, et qu'on a enrichi un petit peu pour le mettre en avant pour le Fige 2020. Donc on a eu des plutôt bons retours de la part des gens et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai réussi à constituer différentes tables de bêta-testeurs, qui m'ont permis en fait de sortir du cercle, d'amis avec lequel j'ai élaboré en fait les fondements de l'univers et les fondements de la mécanique. Ça m'a permis de rentrer en contact avec des éditeurs, des fois ça s'est bien passé, des fois ça s'est moins bien passé, mais j'en garde une certaine expérience, c'est-à-dire qu'il y a eu véritablement un échange très, très intéressant. Et malgré le covid, les 2 tables de bêta test, il y en a une qui est allée jusqu'au bout, une autre c'était un petit peu plus compliqué pour qu'on puisse s'organiser. Mais les 2 tables en fait, m'ont donné un très bon retour au niveau de l'univers et m'ont permis aussi d'avoir une vision plus critique sur la partie mécanique. Et donc les gens qui ont participé au bêta test m'ont aussi conforté dans le fait que, bah, en fait, je pouvais poursuivre l'aventure et donc éditer un jeu de rôle. Et c'est ce qui fonde réellement, l'esprit, d'Imperium. C'est-à-dire qu'en fait, on sortira Imperium quand la communauté qui sera derrière le jeu, aura une visibilité sur les raisons pour lesquelles on sort le jeu, les mécaniques qui sont choisies, pourquoi on les choisit et que les gens soient
hem, satisfait ou non, au moins qu'ils comprennent quel choix on a fait et évidemment, il y a toute la partie, graphique, visuelle, qu'on va poursuivre, qui a énormément attiré les gens et ça leur permet de s'immerger dans le monde d'Imperium. Donc voilà, donc ça c'est un tout et c'est cet ensemble, la communauté et le côté, communication, artiste et représentation du monde d'Imperium qui va faire qui m'ont poussé à faire le kit, d'une part, et qui, vont me permettre en fait de lancer un financement participatif. Donc, pour l'instant, j'ai annoncé entre juillet et septembre 2022, donc c'est des choses qui pourront tout à fait se faire. Pourquoi faire un kit? Donc l'une des raisons principales, c'est de sortir non seulement, le jeu du carcan, on va dire familial, des amis très proches, du carcan des bêta-testeurs qui, pour la plupart ont totalement adhéré, et de le mettre à disposition pour que les gens puissent réellement le tester, me faire des retours et qu'il n'y ait aucun affect derrière. Donc tout feedback, hem, est un tout feedback constructif est un élément qui va nous permettre en fait d'améliorer Imperium, que ce soit sa mécanique, son univers et cetera. Donc dans le kit, vous avez, on va dire tout pour jouer et au-delà du kit, il va y avoir ce qui va accompagner le kit, mais de façon digitale, il va y avoir 7 scénarios qui vont venir. Ces scénarios, vont vous permettre de rentrer petit à petit dans l'univers et de comprendre en fait la mécanique ou la manière, de mener des parties, mmh, ma manière de mener des parties d'Imperium. Vous pouvez voir, voilà, donc que je qu'on va décrire plus précisément, donc qui est composé en fait d'aides de jeu, du livre principal et du livret de scénario, mais c'est aussi et surtout des scénarios digitaux qui sortiront et selon, les besoins, les envies, les souhaits, on pourra imprimer des exemplaires. D'où vient Imperium 5? Je vais rentrer un petit peu dans la genèse, d'Imperium 5. Imperium 5, en fait, il est venu, d'une idée, d'un ami, qui voulait jouer à Conan. C'est un fan de Conan. Il m'a montré une cinématique. De là, en fait, je me suis dit: «Bah, comment je peux transformer cette cinématique en en mécanique de jeu?» Hem et je suis parti, en fait, sur un développement pour un jeu basé sur l'univers de Conan, qui a très vite dérivé puisque moi, je suis pas très Conan, je suis beaucoup plus Elric, Stormbringer et donc j'ai créé un univers, j'ai créé une mécanique et un univers concernant Elric, qu'on a pu un petit peu tester et au fur et à mesure, en fait, cette mécanique, elle a évolué, pour, donc pour rejoindre, en fait, l'idée, dont j'avais parlé d'un espèce de multivers. À partir de là, en fait, on avait l'idée de base d'Imperium, qui est en fait, hem, le on va dire un jeu plutôt narratif, où le meneur peut interagir et rentrer dans la narration du joueur et où en fait, si on l'étend plus, où les joueurs peuvent rentrer dans la narration les uns des autres. Donc on a développé et travaillé sur une campagne steampunk. Donc en fait, l'univers steampunk est, extrêmement avancé et en parallèle, on a travaillé sur Imperium, qui est devenu Imperium 5. Hem et c'est celui qui a eu le plus de retours et je trouvais que je m'y retrouvais plus dans Imperium 5 et voilà. Donc c'est pour ça que, Imperium 5 est sorti du lot en 2019. Donc évidemment, Imperium 5, qu'est-ce que c'est?
C'est les centaines de visualisations de Blade Runner et c'est la découverte d'une SF, moderne, heu, que j'ai trouvée, chez Dan Simmons et donc j'ai fait on va dire un mix des 2. C'est-à-dire une réflexion sur qu'est-ce que l'humanité? Est-ce qu'on existe réellement? Et toute la réflexion sur l'absolutisme de la science et de la technologie, jusqu'où elle peut nous mener, en fait. Et donc c'est les principes fondamentaux d'Imperium 5. Donc là, je vais vous faire un petit pitch d'Imperium 5, certains d'entre vous le connaissent par cœur. Donc Imperium 5, c'est un univers de science-fiction, cloisonné dans un huis clos planétaire. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous les poncifs de la SF réduits ou emprisonnés sur une planète. Et on reprend quelques codes de la SF, quelques codes du cyberpunk, du pulp, du transhumanisme, et on associe ça à en fait un élément fondateur qui est le crash quantique. C'est l'élément fondateur, c'est le cataclysme qui, entre guillemets, a fondé cet univers. Et ce cataclysme a eu pour effet en fait d'oblitérer toute la mémoire, les souvenirs, les données relatives à la connaissance et au savoir des individus de cette planète. Évidemment, parce on fait pas les petits cataclysmes, hein, il a évidemment oblitéré le corps et l'âme de plusieurs milliards d'individus. Il a détruit et endommagé des villes et euh, il a mis à plat en fait toute une civilisation, toute une planète. La planète s'est reconstruite, la société s'est relevée, elle s'est basée sur un organisme qu'on appelle MU, qui est l'équivalent de l'ONU, et qui, grâce à des vieilles archives papier, grâce à des structures mentales qui ont été sauvegardées parce qu'elles étaient organiques, à reconstruire ce qui semble être une société. Elle s'est associée aux impériums, donc à 5 grands empires qui dominent le monde. Et à partir de là, en fait, il y a eu une espèce de genèse qu'on appelle le Reborn, et qui a fondé en fait la société. C'est-à-dire que la société, elle a été reconstruite, elle est revenue à la vie grâce en fait aux accords entre Mu et les empires. La population a été répartie, reconstruite, reconditionnée pour qu'une société parfaite puisse repartir. À côté de ça, on a une troisième force, une troisième faction qui est composée d'individus éparses, un peu fous, un peu dangereux, voire très dangereux, qu'on appelle les nobles, et qui sont la troisième composante. Voilà. Donc l'univers, en fait, il se base là-dessus, sur cette relation qu'il y a entre ces trois forces, entre les empires eux-mêmes, et sur le fait que l'univers, la planète, est composé de technologies extrêmement avancées que plus personne ne maîtrise. Mais cela fait tellement longtemps qu'on voit ces technologies qu'elles sont devenues extrêmement banales et qu'on n'y prête plus du tout attention. Et les seuls éléments perturbateurs à cet équilibre, évidemment, ce sont les joueurs. Donc les joueurs, en fait, vont incarner des personnages qui non seulement se rendent compte qu'il y a une dissonance dans cette création, ont des souvenirs quantiques, c'est-à-dire en fait des souvenirs du passé. Ça les conforte dans l'idée que, bah, en fait, ils ne sont pas réellement à leur place. Et évidemment, ils ont cette espèce de curiosité, comme tout joueur, on va dire, mais on la concrétise au final en jeu, de connaître l'univers. C'est l'élément fondateur de tout jeu de rôle.
j'apporte quelque chose en tant que meneur, les joueurs viennent découvrir et enrichissent ce que j'ai apporté. Donc là, en fait, on ne fait que appliquer le principe de base d'un jeu de rôle. Les joueurs vont, au fur et à mesure que leurs personnages vont apprendre qui ils sont, vont apprendre les secrets de l'univers, vont apprendre les secrets politiques, vont apprendre les secrets technologiques, se positionner en quatrième force dans cet univers, et ce sera à eux de déterminer en fait où va aller l'univers. D'accord. Donc quand j'utilise le terme univers, c'est l'univers d'Imperium. On est dans un environnement tout de même toujours cloisonné, on est sur une planète, voire sur un petit système solaire, et au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi on est cloisonné. Je ne peux pas vous en dévoiler plus. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'univers. L'univers, en fait, c'est un univers à secret. Donc ça veut dire quoi l'univers à secret? Ça veut dire qu'en fait, bah, il y a des secrets à découvrir et que l'idée est extrêmement simple. Les secrets seront tous dans le livre de base. Ils ne seront pas dilués dans un espèce de background encyclopédique global. On sera plus dans une espèce de mécanisation, une espèce de base de données. D'accord? Quel est l'objectif de cette base de données? C'est de permettre aux meneurs de se concentrer sur certains secrets qui sont en train d'être découverts par les joueurs ou que le meneur souhaiterait faire découvrir aux joueurs. Et si ces secrets ne sont pas reliés à d'autres secrets, il n'y a aucun intérêt à ce que le meneur s'y intéresse dans un premier temps. Et il pourra le feuilleter de article par article en se disant tiens, ce secret est intéressant, celui-là l'est autant, etc. On va proposer au meneur une façon de penser. C'est-à-dire qu'en fait, on va pousser le meneur à mettre en situation les joueurs pour qu'ils se posent des questions et qu'il y ait un échange entre du méta-jeu et du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il va y avoir des incohérences et elles sont faites exprès. Le meneur va les proposer et les joueurs vont se dire mais c'est illogique. Euh, et donc là, ce qu'on veut, c'est en fait demander au meneur de poser la question au joueur. Ok, ça te paraît illogique, mais est-ce que tu veux savoir pourquoi ça te paraît illogique? Et à partir de là, potentiellement, tu pousses le joueur à poser la question et ça permet au meneur d'introduire de nouvelles aventures. Ça, c'est le principe de base. Donc, on va introduire au sein des secrets une mécanique procédurale qui va permettre au meneur de récupérer une question d'un joueur, de voir en fait quel, euh, à quel champ du secret elle appartient, et là on va l'aider, on va aider le meneur à construire en fait un scénario. Et donc dans ce scénario, il doit se poser la question de qu'est-ce que je dois transmettre à la table comme information pour qu'ils apprennent des choses sur le secret. Quelles sont les conséquences s'ils perdent, entre guillemets? Quelles sont les conséquences s'ils gagnent, pareil, entre guillemets? Quels NPC sont liés à ce secret? Quelle organisation est liée à ce secret? Quel lieu géographique est lié à ce secret? Quelle partie de la matrice ou de l'onde est liée à ce secret, etc. Et donc le joueur, enfin le meneur, va pouvoir en fait dire bah, la question m'est posée, je vais répondre et je vais donner telle information que les joueurs foirent ou non ma partie. Par contre, s'ils réussissent, bah, potentiellement, il va y avoir des leviers, ce que nous, on appelle des horloges millénaristes qui vont être tournées plus ou moins vite. D'accord? Parce que chaque action d'une table va avoir un retentissement sur l'univers. Et ensuite, bah, ça lui permet aussi d'introduire des protagonistes. Voilà. Donc, autre mécanique qui va venir se rajouter, la mécanique de, en tant que meneur, je trouve que ce secret est intéressant, mais son explication, je la trouve nulle. OBA ne m'a pas fourni quelque chose de satisfaisant. Donc à ce moment-là, en fait, on va expliquer au meneur, bah, tu n'aimes pas cette explication, tu peux le changer. Par contre, fais attention, ce secret est lié à tel et tel autre secret. Donc, check la cohérence. Voilà. Donc ça, ce sera dans le livre de base. Euh, et c'est comme ça que se construit l'univers. Moi, en fait, j'arrive,
on a donc avec Warzen Camor et avec d'autres, on a découvert l'univers d'Imperium, on l'a travaillé, c'est notre univers d'Imperium, d'accord? Et je sais parfaitement que quand quelqu'un achète un jeu de rôle, il va faire son propre univers, même s'il essaye de suivre à la règle les choses. En fait, je mets à disposition un outil pour que les joueurs embarquent le truc et fassent ce qu'ils veulent, mais en gardant une certaine cohérence et en les aidant à construire quelque chose. L'univers d'Imperium, si je dois le résumer, il y a un axe qui est très classique, qui est la vision que le monde, que les joueurs vont avoir de la rue. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait la campagne mercenaire. C'est une des 4 campagnes. Donc ils vont jouer, ils vont papillonner, ils vont aller de droite à gauche, etc. C'est la campagne qu'on a testée en fait avec Warzen Camor et avec d'autres groupes. Donc ça, c'est la première campagne d'initiation. Ça vous permet d'appréhender le vocabulaire, l'architecture des villes, vaguement les organisations, comment elles sont constituées, etc. Mais vous rentrez pas dans le détail. Ensuite, il y a 3 autres campagnes. Une qui met un axe sur MU, donc sur l'organisation, l'administration générale, l'organisation fondatrice en fait de la société actuelle. Et c'est une campagne qui est très sombre, qui est qui peut être un peu glauque, qui peut être sanguinolente, qui peut être très malaisante, parce que Mu n'est pas extrêmement clair. Voilà. Et donc ça peut être, c'est principalement de l'enquête, c'est de l'horreur indicible, c'est des expérimentations très étranges, c'est le cœur de Mu, qui est une organisation extrêmement mystique, religieuse. Voilà. On a la campagne Imperium, donc, euh, où on joue des gens qui sont liés aux empires. Donc ça peut être des opératifs des empires, ça peut être des. Donc là, ça va être plutôt un peu plus léger, donc ça va être de l'enquête, de l'espionnage, de l'investigation, du piratage, des intrusions au sein des pyramides, ce genre de choses. Et on a en fait, donc j'ai fait Mu, et on a la campagne noble. Donc la campagne noble, elle a été entièrement testée, donc 2 fois, 3 fois, pardon. Euh, une fois par un groupe d'amis et 2 fois par les bêta-testeurs. D'ailleurs, la deuxième groupe doit finir cette campagne. Et là, en fait, on se positionne du point de vue d'un noble. Qu'est-ce qu'un noble? C'est quoi sa schizophrénie? Pourquoi même les empires ont peur d'un noble? Quelles sont ses réelles capacités? Pourquoi il a gardé des souvenirs avant le crash quantique? Pourquoi il vous parle? euh, Pourquoi il vous demande des choses? Pourquoi il ne les fait pas lui-même? Voilà, donc c'est un autre regard, et qui permet en fait d'appréhender. En fait, ces 4 campagnes permettent d'appréhender Imperium. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les secrets. Et là, les secrets, bah, ça va vous permettre les campagnes vont vous permettre de vous poser des questions, vous en tant que meneur et les joueurs aussi. Et en fait, ces questions-là bah, vont vous permettre de construire vos propres scénarios de façon procédurale. Si je décide, moi, en tant que joueur, de poser telle question, pourquoi mon personnage ne dort pas? Eh bien, le meneur peut me dire, bah, si tu souhaites, si la table souhaite, je peux construire un scénario qui va t'apporter des informations. Et donc là, en fait, on construit quelque chose grâce à cet élément procédural, à cette mécanique procédurale. On construit on crée sa propre campagne. Voilà. Ce qui fait que 2 tables d'Imperium, logiquement, n'auront pas le même arc narratif, n'auront pas les mêmes informations. Et si le meneur est extrêmement touche à tout, bah, il va créer de lui-même ses propres réponses à ses propres secrets. Voilà. Plus vite. Alors la mécanique dans Imperium, en fait, le fondement même du système, c'est je vais commencer à narrer quelque chose en tant que joueur, et il faut qu'à un moment donné, le meneur puisse rentrer dans ma narration. D'accord? On est dans cette mécanique-là. Quel est le choix purement mécanique de dés qui a été choisi?
On part sur du D8, parce qu'un D8, c'est une double pyramide, voilà, et que je trouve ça très amusant. Statistiquement, on pourrait le remplacer de façon pas très, sans trop d'impact, avec des D10, d'accord. On joue avec un pool de D8. Ce pool est déterminé par l'intention du joueur. Est-ce que mon intention est de faire une action violente, agressive, verbale? Est-ce que je suis subtil dans mon action? Est-ce que je veux essayer d'ouvrir une porte en étant autoritaire avec le garde qui se trouve devant? Est-ce que je suis mielleux avec lui? D'accord? Et ça, en fait, on va prendre comme référence en fait ce que nous on appelle des âmes. Il y a 6 âmes. Et en fait, le meneur va dire, bah ok, ce que tu es en train de me décrire a l'air d'être plutôt brutal, donc je te propose brutalité. Ou bien ce que tu es en train de me décrire a l'air d'être plutôt assez imaginatif. Tu as mis des objets, tu as mis des gens dans ton narration, donc est-ce que tu veux prendre créativité? D'accord? À partir de là, tu détermines un pool de dés. Dans ce pool de dés, tu vas inclure non seulement le nombre de dés que va te donner ton âme, mais tu vas introduire en fait un dé d'entropie. C'est le dé rouge. D'accord? Tu lances tous les dés et tout résultat inférieur ou égal à 2 est une réussite. Qu'est-ce qu'une réussite? C'est un temps de parole. D'accord? Je peux décrire un peu ma scène. Donc c'est un temps de parole, c'est une action, c'est une réaction, c'est une question que tu peux poser. Voilà. Euh, donc si tu as une réussite, bah, tu peux dire bah, je baratine le gars et il semble être assez convaincu. D'accord? Et ton action est réussie. Donc un peu comme les jeux à la Free League. Et si tu as deux succès, bah, ça te fait 2 unités de narration, 2 unités narratives. Donc, en fait j'ai réussi à lui parler et en plus, je lui ai piqué son double de clé. D'accord? J'ai 3 réussites, 3 unités narratives. J'ai réussi à le convaincre, je lui ai piqué ses clés. Et puis, meneur, est-ce que tu pourrais me dire à quelle corporation il appartient? D'accord? Voilà. C'est à ça que servent les unités, les succès. D'accord? Le but, c'est pas d'être innovant. Le but, c'est, pour moi, en fait, c'est de, de pousser les joueurs et le meneur à entrer dans un dialogue. D'accord? Donc, deuxième mécanique, en tant que meneur, j'ai envie d'agir dans la scène de mon joueur. Il y a une tension narrative qui est en train de se créer. Bref, je vais imposer la réalité à mon joueur. Donc, je vais pouvoir lui donner en fait des dés d'une autre couleur, pareil des déduites, mais ce sera à moi de les interpréter. Ce ne sera pas à lui. D'accord? Donc, en fait, je peux tout à fait dire à mon joueur, bah voilà, bah, tu as 3 dés puisque ta brutalité est à 3. D'accord? Donc, ça te fait un pool de dés à 3. Et puis ensuite, moi, je vais te dire, tiens, en tant que meneur, les dés de réalité, c'est les dés bleus. Eh bien, je vais lui dire, bah, en fait, il y a tout de même, il y a pas mal de tensions, tu sais pas exactement à quoi c'est dû, il y a quelque chose qui se passe dans la matrice, tu sens qu'il y a des mouvements tout de même qui sont autour de ce gardien, c'est très étrange, et en fait, je vais te donner 3 dés de réalité. Donc, tu lances l'ensemble des dés, et moi, en tant que meneur, j'interprète les dés de réalité. 1, 2, c'est un succès pour moi, et je rentre dans ta narration, et toi, tu interprètes tes dés. Voilà. Donc, tu obtiens des réussites, tu arrives à baratiner le gars. J'obtiens une réussite, je te dis que la caméra s'est retournée vers toi et tu l'as vu, il y a la petite diode qui a commencé à s'allumer, quelqu'un te voit. Voilà. Grosso modo, ça se passe comme ça. D'accord? Le dé rouge, c'est le dé d'entropie. S'il fait 1, c'est un bon présage pour ton personnage. S'il fait 8, c'est un mauvais présage. Donc, selon l'habitude que tu auras à jouer dans Imperium,
Le bon présage, c'est toi qui le détermine, le mauvais présage, c'est le meneur. Si tu es très affirmé dans le monde d'Hyperion et dans l'univers, bah, en fait, c'est toi qui interpréteras le bon et le mauvais présage. Tu te mettras toi-même dans une situation rocambolesque. Alors, le meneur peut tout à fait lancer les dés de réalité. Voilà. Par contre, il ne lance pas le dé d'entropie. Donnant les dés, le joueur, en fait, a dans sa main l'ensemble de la scène et de sa narration. Voilà. C'est purement symbolique, hein. Mais le meneur peut lancer les dés. Le but, c'est que tout de même, il les lance devant les joueurs pour que tout le monde attend une certaine tension. Ça ajoute un petit peu à la tension et à la narration. Donc, il ne faut pas qu'il lance les dés derrière son écran, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc ça, en fait, c'est le principe. C'est en fait un succès, c'est une unité narrative. Une unité narrative, c'est quoi? C'est un temps de parole. Voilà. Et après, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, bah, c'est une action, c'est une question que tu poses. C'est au lieu de toucher un gars, tu peux toucher deux gars. Voilà. Il y a une petite table qui te permet d'aller au-delà, de dire bah, en fait ma grenade, elle explose pas sur 3 mètres de rayon. En fait, j'utilise une de mes réussites supplémentaires pour qu'elle explose sur 6 mètres de rayon, 9 mètres de rayon. Voilà. Mais dans l'idée, c'est un temps de parole. Voilà. J'ai un succès, je peux parler une fois. J'ai deux succès, je peux parler deux fois, ainsi de suite. D'accord. Donc j'ai fait l'intervention du meneur avec ses dés de réalité. On a les protagonistes. Donc les protagonistes, ils sont définis de façon extrêmement simple. Ils ont un niveau. Ce niveau correspond aux dés de réalité qu'ils imposent aux joueurs. Et à partir de là, en fait, on détermine grosso modo leur nombre de points de vie, le nombre de dégâts qu'ils infligent. Là, j'ai repris en fait la mécanique de Numenera, voilà, ou du Cypher System, pour être simple. D'accord. Donc, quelqu'un qui a un protagoniste majeur qui vient et à ce moment-là qui va poser sur la table ses 6 dés de réalité, bah, tout de suite, le joueur en face de lui, il va se dire waouh, j'ai 6 dés de réalité, c'est-à-dire que le meneur va pouvoir intervenir énormément et je vais m'en recevoir plein la gueule. On a un niveau de granularité supplémentaire. Donc, dans le kit, vous allez voir, il y a une notion d'intensité qui est incluse. Cette notion d'intensité, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. D'accord. Ça fait partie des réflexions actuellement sur comment fluidifier le système, améliorer le système. La base restera la même. On part sur du D8 ou du D10. Le seuil de succès est de 2 et moins. On a des notions de paradigme qui vont nous permettre d'avoir un petit côté éclatant. Voilà. Après, en fait, l'intensité, ça apporte de la granularité. C'est-à-dire que je veux avoir en fait un protagoniste, un PNJ qui est un peu plus fort que la normale. Bah, je vais lui donner un peu plus de points de vie, donc un peu plus d'intensité. Et donc l'intensité, en fait, elle est apportée par ce qu'on appelle les ressources que vous pouvez débloquer. À chaque fois que vous faites une réussite, vous pouvez débloquer une ressource. Donc, imaginons j'ai un flingue en ressources, je fais 2 réussites, je vais pouvoir débloquer mon flingue et débloquer une de mes capacités quantiques. Et je vais additionner les 2 rangs d'intensité pour déterminer les dégâts. Voilà. Donc, si je prends l'exemple ici, j'ai une putain de grosse carte de crédit, d'accord, qui est à 5. J'essaye de, euh, J'essaye de corrompre un gars. Le gars, en fait, on va dire qu'il a 12 points de vie. Bah, je vais pouvoir, en fait, parce que j'ai obtenu de réussite, débloquer ma ressource, putain de grosse carte de crédit. Je vais débloquer ma singularité empathique, qui se trouve un peu plus loin, là. Et donc, bah, j'additionne les deux intensités que me donnent ces ressources, ça fait 9. Et donc, j'inflige 9 points de dégâts à ce PNJ. Ce qui n'est visiblement pas suffisant, puisqu'il lui reste encore 3 points de vie avant que je puisse le convaincre. Voilà. Donc c'est vraiment de la granularité supplémentaire. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez rester sur les réussites. On part du principe que le mec, pour le convaincre, il faut 2 réussites. D'accord. Vous obtenez ces 2 réussites.
vous arrivez à le convaincre. Si votre table préfère une granularité plus poussée, plus précise, à ce moment-là, bah, en fait, vous avez les ressources que vous pouvez utiliser. Et sinon, les ressources, dans le cas où vous ne les utilisez pas en tant que point d'intensité, peuvent vous aider en fait à la narration. Entropie, donc il y a ce qu'on appelle la notion de présage, donc bon présage, mauvais présage. Bon présage, tu es libre de déterminer ce que tu vas demander. C'est une réussite, alors je veux pas que ce soit une réussite critique, d'accord? Je trouve que voilà, c'est connoté, mais pour résumer, c'est une réussite critique qui va te donner un temps de parole plus important, qui va te permettre en fait de, totalement, exalter votre personnage. Tu vas pouvoir toucher, 3 cibles, 4 cibles, tu vas pouvoir, tirer à droite, tirer à gauche, convaincre le mec et en plus le gars te donne son numéro de carte de crédit parce qu'il est totalement sous ton charme. Bref, c'est un élément qui peut être plus ou moins, géré selon les tables, mais c'est un moment en fait où tu as c'est un bon présage pour toi, c'est quelque chose de bénéfique. Le mauvais présage, c'est évidemment c'est tout l'inverse. C'est, je change complètement l'orientation de la scène. Elle devient plus compliquée pour moi, elle va générer peut-être plus de narration. Plusieurs fois, j'ai déjà construit toute une aventure juste parce qu'un joueur en début de scénario avait fait un mauvais présage. Voilà. Donc c'est des moments en fait où il faut rebondir. En général, c'est le meneur qui va gérer le mauvais présage et gérer le mauvais présage. Voilà, donc on a fait un tour rapide de la mécanique. Cette mécanique, elle est basique et l'objectif, c'est par l'exemple. On essaiera de faire ça petit à petit dans les futurs scénarios. Si vous avez envie de gérer une course-poursuite, vous pouvez partir du principe qu'une course-poursuite, c'est par exemple 15 réussites. Il faut que la table ait généré 15 succès. Donc chacun son tour va décrire la manière. Le hacker va dire bah, je vais hacker tous les systèmes de sécurité pour essayer de bloquer la voiture qu'on est en train de poursuivre. Il va générer des réussites, des succès. Un autre va dire je commence à tirer un peu partout, l'objectif c'est que je touche quelqu'un ou que bref. Un autre qui est en train de conduire la voiture, bah, en fait va faire des jets de conduite. Et en fait on va cumuler l'ensemble de ces succès et on va les déduire de ce pool de points qui est en fait la fameuse course-poursuite avec un nombre de succès de 15 à atteindre. Donc le meneur va tout de suite donner à la table les informations. Il va leur dire si en une scène, vous ne m'avez pas généré 5 points de succès ou 10 points de succès ou 15 succès, la voiture va vous échapper. D'accord. Voilà. Donc, mécaniquement, on ne change rien. C'est juste qu'en fait, on va utiliser les succès d'une manière et d'une autre. Voilà. Et on ne rajoute pas plus de règles spécialement. Donc, on peut gérer ça avec les succès, on peut gérer ça aussi avec les points d'intensité. C'est-à-dire que la mécanique fonctionne aussi pour les deux, ça dépend de la granularité que tu veux imposer ou que la table veut imposer euh, à son style de jeu. Là, j'ai donc qu'est-ce qui va venir? Il va y avoir en fait les premiers scénarios, le 2 et le 3 qui vont arriver en novembre. On va dans le 2 et le 3, ce sera encore un peu du didactique. On va introduire cette petite ouverture. Dans le 4 qui arrivera en décembre, on va potentiellement introduire des petites notions qu'on va vous faire tester euh, pour avoir un petit peu votre retour sur un peu la mécanique de construction de scénario. Et on va poursuivre ça en fait en janvier, en février, en mars, jusqu'au 8e scénario. Alors qu'est-ce que vous allez découvrir? En fait, vous allez découvrir que les actions de vos personnages sont liées à des nobles, que ces nobles ont une vision très particulière, que vous allez avoir face à vous des branches excommuniées de Mu
des sectes, qui sont très, voilà, jusqu'au-boutistes, et qui ont des velléités et vous allez être confronté à eux, vos personnages seront confrontés à eux et ce sera assez fondateur sur les tensions qui existent dans la politique d'Imperium, mais on ne rentrera pas pour l'instant trop dans les secrets. On va les dévoiler petit à petit. Heu, Par contre, on rentrera dans un scénario spécial un peu plus pulp ou pas, je ne sais pas, que Ben, en fait, va un peu illustrer. C'est un scénario, en fait, où vos personnages vont rentrer dans une pyramide. Voilà.